je m'appelle Debarati Chatterjee. Votre parcours professionnel. Je suis née en Inde, puis j'ai fait mes études à Calcutta. J'ai terminé ma thèse en 2010 à Calcutta. Ensuite, je suis venue en Allemagne à l'université de Heidelberg avec la prestigieuse bourse de Humboldt. Ensuite, à l'Observatoire de Paris, j'ai fait un postdoc. Maintenant, je suis en train de terminer un projet de postdoctoral à l'université de Nantes. Qui a influencé votre carrière en France et au-delà de la France à l'international, qui vous a notamment influencé du point de vue de vos recherches. Pendant ma thèse en Inde, c'était le directeur de notre institut, Dr. Vikas Sinha, qui était une très grande influence dans ma vie parce qu'il a motivé tous les étudiants vraiment de suivre la passion pour la science. Ça m'a motivé beaucoup. Et ensuite, quand j'étais à l'Observatoire de Paris, j'ai rencontré Brandon Carter, qui est un personnage, un grand personnage en astrophysique, un ami de Stephen Hawking, le directeur de thèse de Jean-Pierre Luminet même. Et puis, il est une très bonne personne. Il m'a parlé beaucoup de l'histoire de France, de l'histoire de l'astrophysique, de la relativité. Et en fait, il est une grande motivation de ma vie. Vous avez fait une thèse sur les ondes gravitationnelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce domaine et notamment qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle? Qu'est-ce que l'on appelle une onde gravitationnelle? D'accord. Donc, c'est en fait, il y a plusieurs fois qu'on évoque l'Albert Einstein. Einstein, ça fait déjà un siècle qu'Albert Einstein il avait proposé la théorie de la relativité générale. Selon la relativité générale, les objets qui sont très massifs dans l'univers, ils s'interagissent grâce à la gravité, la force gravitationnelle, qui n'est pas une simple force qu'on a pensé avant, mais en fait c'est la courbure de l'espace-temps qui génère la gravitation. Et s'il y a des perturbations dans ces objets massifs, ça génère des ondes gravitationnelles. Pourquoi on essaye de détecter les ondes gravitationnelles? C'est parce qu'il y a beaucoup d'objets dans l'univers qui n'émettent pas de lumière. Donc nos sens, nos yeux, les télescopes ne sont pas perceptibles à voir ce type d'objets. C'est seulement grâce à les masses de ces objets, grâce à les ondes gravitationnelles, qu'on peut sonder à l'intérieur de ce type d'objet. Donc ça a ouvert une nouvelle fenêtre de l'univers qui nous permet de voir des choses qui étaient invisibles à nous. Alors, quels sont les outils qui ont été mis en place à l'international pour pouvoir détecter de la meilleure manière ces ondes gravitationnelles? Et petite parenthèse, ces ondes gravitationnelles elles ont été prédites par quelle théorie? Les ondes gravitationnelles étaient prédites par la théorie de la relativité générale qui a été postulée par Albert Einstein, ça fait un siècle. Et selon ces relativités générales, tous les objets massifs émettent les ondes gravitationnelles quand ils sont perturbés. Pour détecter les ondes gravitationnelles, il y a beaucoup de détecteurs terrestres qui a été mis en place. Le plus grand s'appelle LIGO, la mission LIGO, qui est à Hanford et Livingston, aux États-Unis. C'était grâce à LIGO qu'on a détecté la première fois les ondes gravitationnelles émises par un binaire des trous noirs. C'était vraiment une découverte exceptionnelle. Ensuite, à Virgo, en Europe, à la frontière franco-italienne, on a aussi des détecteurs qui permettent de positionner les sources des ondes gravitationnelles. Parce que c'est comme nos yeux, comme on a deux yeux, ça permet de projeter la position exacte d'un objet. Et comme ça, grâce au LIGO et Virgo, on peut correctement détecter la position d'une source des ondes gravitationnelles dans l'espace. L'entrée de Kagra, qui est en mission japonais, et LIGO India, qui va être lancé en 2020. Il y a des nouvelles générations qui sont en train d'être développées. Et
En plus, il y a aussi en 2034 la mission spéciale LISA qui sera lancée. Donc il y a beaucoup de détecteurs maintenant qui permettent d'explorer l'univers grâce aux ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que peuvent nous indiquer sur l'avenir de l'astrophysique, la détection et la présence de ces ondes gravitationnelles d'un point de vue théorique? Est-ce que ça nous apporte énormément de réponses à des questions que se pose sur la dynamique, sur l'évolution entre guillemets de l'univers? Les ondes gravitationnelles, ils sont une découverte révolutionnaire en fait. Grâce à elles, on peut maintenant détecter les choses qui ont été jusqu'à là invisibles à nos yeux. Parce que si ils n'émettent pas la lumière, les objets comme les trous noirs, les pulsars, ils sont très importants, très intéressants pour la physique, mais on ne le voit pas. Et grâce aux ondes gravitationnelles, maintenant, on peut vraiment sonder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces objets. Et récemment, en 2017, on a détecté même les ondes gravitationnelles qui ont été émises par un système binaire des pulsars. Et ça nous a permis de vérifier beaucoup de modèles théoriques avant qu'on ne pourrait pas vérifier parce qu'il y a tellement de domaines pluridisciplinaires qu'on n'avait aucune idée si on a bien compris les modèles théoriques. Et maintenant, en plus de tous les rayonnements électromagnétiques, on peut voir le même événement aussi en ondes gravitationnelles. Donc ça nous permet de vérifier tous les modèles théoriques. Est-ce que les associations scientifiques et techniques sont une nécessité au sein de notre société? Alors je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger et plus spécifiquement en Inde, mais ici en France, il y a quelques associations, quelques clubs qui essayent de faire des efforts pour s'intéresser à une thématique et la rendre accessible à leur entourage, au quartier, voire à toute une ville et à toute la société. Pour moi, je trouve que c'est très bon effort des associations qui essayent de vulgariser les choses qui ont été faites par les scientifiques parce que quand même ça reste un domaine qui est un peu fermé, les découvertes restent entre les scientifiques et il faut vraiment quelqu'un qui apporte les informations pour le grand public. Et parce que l'astrophysique, la passion pour connaître l'univers qui nous entoure, c'est vraiment quelque chose qui passionne tout le monde et tout le monde a le droit de savoir qu'est-ce qu'ils font les scientifiques fermés dans leur bureau devant les ordinateurs. Donc je pense que c'est très important de vulgariser les choses qu'ils ont fait et grâce aux associations comme ça, on peut compter que les publics nous posent des questions. Ça nous fait motiver aussi de partager nos connaissances, donc c'est excellent, c'est un effort. Et quelle est la présence des femmes dans ces thématiques, dans le domaine de l'astrophysique et même du point de vue général des sciences en général? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez remarqué qu'en France, elles sont quand même plutôt présentes ou un peu moins présentes qu'en Inde ou sur d'autres régions du globe? Je ne pourrais pas vous donner des statistiques exactes. Non, mais globalement, visuellement. Globalement, en Inde, il y avait beaucoup de femmes scientifiques, même dans le domaine des recherches spatiales, dans le domaine de l'astrophysique. Théorique, il y a beaucoup. Donc, je pense, comme moi, déjà. Donc, je pense que dans l'astrophysique, quand même, on voit une présence des femmes plus en plus. Parce que, en fait, grâce à la vulgarisation, moi j'ai fait beaucoup d'initiatives de vulgariser la science et ça motive beaucoup de jeunes filles d'étudier le domaine qui a été pas très populaire entre les femmes avant. Et je trouve quand même il faut plus d'efforts pour motiver les jeunes filles de s'intéresser pour la science, de s'intéresser pour la science. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup.